Vous croyez que BYD est simplement une marque chinoise de voitures électriques qui arrive sur le marché européen avec des prix agressifs. La réalité est beaucoup plus inquiétante. BYD est peut-être le visage le plus visible d'un basculement industriel beaucoup plus large. Derrière une voiture électrique, il y a une batterie. Derrière une batterie, il y a des minerais critiques. Derrière les minerais, il y a une chaîne d'approvisionnement. Derrière la chaîne, il y a un État. Et derrière cet État, il y a une stratégie. Ce qui se joue aujourd'hui n'est donc pas seulement une bataille commerciale entre constructeurs automobiles. C'est une question de souveraineté européenne. Une question simple, presque brutale. L'Europe veut-elle encore produire les objets qui définiront le monde de demain ? Ou accepte-t-elle de devenir le grand marché de consommation d'une puissance industrielle étrangère ? Après les textiles, les jouets, les panneaux solaires, les smartphones et les plateformes de commerce à bas prix, voici maintenant la voiture électrique, la batterie, la recharge rapide, les minerais, la logistique et le commerce numérique. C'est cela, le deuxième choc chinois. Et cette fois, il ne frappe pas seulement les industries du passé, il frappe les industries du futur. Le premier choc chinois, l'Europe l'a longtemps présenté comme une conséquence normale de la mondialisation. La Chine produisait moins cher, l'Europe consommait moins cher, les entreprises occidentales délocalisaient, les consommateurs achetaient, les gouvernements regardaient. Pendant des années, on a expliqué que ce mouvement était rationnel, moderne, inévitable. On disait que l'Europe garderait la conception, la recherche, les marques, le haut de gamme, la finance, les services, pendant que l'Asie fabriquerait. C'était la grande promesse de la mondialisation heureuse. Chacun aurait sa place dans la chaîne de valeur. Sauf qu'une chaîne de valeur n'est pas une abstraction. Celui qui fabrique apprend. Celui qui assemble progresse. Celui qui produit à grande échelle baisse ses coûts, maîtrise ses fournisseurs, forme ses ingénieurs, construit ses champions et finit par remonter toute la chaîne. C'est exactement ce que la Chine a fait. Aujourd'hui, le problème n'est plus que la Chine fabrique des produits simples à bas prix. Le problème est qu'elle concurrence l'Europe dans les secteurs que l'Europe croyait stratégiques. La voiture électrique, les batteries, les équipements industriels, les technologies vertes, les plateformes numériques, les infrastructures énergétiques. Et cela change tout, parce qu'un t-shirt bon marché détruit une partie du textile. Mais une voiture électrique chinoise compétitive menace l'un des cœurs industriels de l'Europe, l'automobile. L'Allemagne, la France, l'Italie, l'Espagne, l'Europe centrale, des centaines de milliers d'emplois directs et indirects, des fournisseurs, des sous-traitants, des régions entières, des écoles d'ingénieurs, des brevets, des usines, une culture productive. L'automobile n'est pas un secteur comme les autres, c'est une colonne vertébrale industrielle, et c'est pour cela que BYD est devenu un symbole. BYD ne ressemble pas à un simple exportateur opportuniste. BYD incarne une logique industrielle intégrée. L'entreprise vend des voitures, mais elle maîtrise aussi une partie centrale de la technologie des batteries. Elle avance sur les prix, sur les volumes, sur les marchés étrangers, sur la recharge rapide, sur l'implantation locale. Elle ne se contente pas d'envoyer des véhicules depuis la Chine, elle cherche à s'installer dans l'espace européen, à produire en Europe, à contourner les barrières tarifaires, à rassurer les consommateurs, à devenir familière. Et c'est là que le danger devient plus subtil. Une entreprise qui exporte peut être taxée. Une entreprise qui s'implante localement devient une présence industrielle. Elle crée des emplois, elle gagne des alliés, elle divise les gouvernements, elle rend la réponse politique plus difficile. Le cas BYD révèle donc une vérité que beaucoup d'Européens ne veulent pas regarder en face. La Chine ne gagne pas seulement parce qu'elle vend moins cher, elle gagne parce qu'elle pense en système. Elle relie l'État, l'industrie, les batteries, les minerais, les infrastructures, la logistique et la conquête des marchés. L'Europe, elle, pense souvent en dossiers séparés. Le climat d'un côté, la concurrence de l'autre, le commerce ailleurs,
l'industrie quand il reste du temps, la souveraineté dans les discours, et les consommateurs au milieu à qui l'on demande d'acheter européen tout en leur proposant des produits chinois moins chers, disponibles plus vite, parfois plus innovants et massivement soutenus par une machine productive gigantesque. Le parallèle avec Shein et Temu est essentiel. Beaucoup les regardent comme de simples plateformes de consommation bon marché. C'est une erreur. Shein et Temu ne sont pas seulement des sites où l'on achète des vêtements, des gadgets ou des objets à prix cassé. Ils sont l'expression numérique d'un système industriel capable de produire vite, de tester en continu, d'inonder le marché, d'utiliser la donnée, de comprimer les marges, de contourner les circuits classiques et d'habituer le consommateur européen à une nouvelle norme de prix. Ce n'est pas seulement du commerce. C'est une transformation culturelle. Quand le consommateur s'habitue au prix chinois, l'industriel européen devient immédiatement trop cher. Et quand l'industriel européen devient trop cher, on lui explique qu'il doit s'adapter, automatiser, réduire ses coûts, licencier, délocaliser ou disparaître. Voilà la mécanique. Le problème est que l'Europe ne peut pas répondre simplement en criant au protectionnisme. Elle est piégée par ses propres dépendances. Les constructeurs allemands ont longtemps gagné beaucoup d'argent en Chine. Une partie de l'industrie européenne dépend du marché chinois, des composants chinois, des batteries chinoises, des terres rares raffinées en Chine, des chaînes logistiques chinoises. Si l'Europe frappe trop fort, elle craint les représailles. Si elle ne frappe pas, elle laisse entrer une vague qui peut fragiliser son appareil productif. Si elle taxe, certains consommateurs paient plus cher. Si elle ne taxe pas, certains travailleurs risquent de payer avec leur emploi. C'est le piège parfait. L'Europe a besoin de se défendre, mais elle a peur du prix de sa défense. Et cette peur se voit dans la division entre la France et l'Allemagne. La France parle plus volontiers de souveraineté industrielle, de protection, de réponse européenne, de réciprocité. L'Allemagne, elle, regarde aussi ses grands constructeurs, leurs ventes, leurs usines, leurs intérêts en Chine, leur peur d'une guerre commerciale qui pourrait se retourner contre eux. Résultat, l'Europe avance avec le frein à main. Elle veut protéger son industrie, mais elle ne veut pas perdre l'accès au marché chinois. Elle veut défendre ses emplois, mais elle ne veut pas renchérir brutalement les voitures électriques. Elle veut accélérer la transition verte, mais elle dépend de la puissance industrielle qui produit une grande partie des outils de cette transition. Voilà la contradiction européenne. Vouloir l'autonomie stratégique sans accepter toutes les conséquences de l'autonomie stratégique. Pendant ce temps, la Chine avance. Elle n'attend pas que l'Europe règle ses débats internes. Elle exporte, elle investit, elle installe ses marques, elle construit ses usines, elle propose des prix, elle met en avant la technologie, elle profite de la guerre des prix sur son marché intérieur pour pousser ses champions vers l'étranger. Et quand le marché intérieur chinois devient trop compétitif, trop dur, trop saturé, l'exportation devient une soupape. L'Europe devient alors non seulement un marché attractif, mais un champ de bataille. Pas un champ de bataille militaire, un champ de bataille industriel. Et dans ce type de guerre, les usines remplacent les chars, les batteries remplacent les canons, les plateformes remplacent les ports, les subventions remplacent les traités, et le consommateur devient le terrain de conquête. Il faut être clair, le sujet n'est pas de caricaturer la Chine. La Chine défend ses intérêts. Elle fait ce qu'une puissance ambitieuse fait. Elle planifie, elle soutient ses secteurs stratégiques, elle cherche des débouchés, elle construit des champions, elle utilise son marché intérieur comme base de puissance. La vraie question est donc moins pourquoi la Chine agit ainsi, que pourquoi l'Europe agit si lentement. Pourquoi l'Europe a-t-elle laissé disparaître des pans entiers de sa production ? Pourquoi a-t-elle accepté de dépendre de chaînes d'approvisionnement si lointaines pour des secteurs essentiels ? Pourquoi impose-t-elle parfois à ses propres industriels des normes, des coûts et des lenteurs que leurs concurrents étrangers ne supportent pas au même niveau ? Pourquoi parle-t-elle de souveraineté comme d'une valeur, mais traite-t-elle encore trop souvent l'industrie comme une variable d'ajustement ?
Le cœur du problème est là. L'Europe a confondu marché ouvert et puissance stratégique. Un marché ouvert peut enrichir. Il peut stimuler la concurrence. Il peut faire baisser les prix. Mais un marché ouvert sans stratégie industrielle devient une autoroute pour les puissances qui, elles, ont une stratégie. C'est exactement ce qui se passe avec le deuxième choc chinois. La Chine n'entre pas seulement dans le marché européen. Elle entre dans les failles européennes, la lenteur réglementaire, la division politique, le coût de l'énergie, la faiblesse de l'investissement productif, la dépendance aux minerais, la naïveté commerciale, la fragmentation des intérêts nationaux. Et c'est pourquoi BYD est un avertissement beaucoup plus large que l'automobile. Si l'Europe perd la bataille de la voiture électrique, elle ne perd pas seulement des parts de marché. Elle perd une partie de sa capacité à organiser la mobilité du futur. Si elle perd la bataille des batteries, elle dépendra d'autrui pour stocker l'énergie. Si elle perd la bataille des minerais critiques, elle dépendra d'autrui pour produire ces technologies vertes. Si elle perd la bataille du commerce numérique, elle dépendra d'autrui pour connecter ses consommateurs à l'industrie mondiale. Et si elle perd tout cela en même temps, alors le mot souveraineté deviendra un décor, un mot noble posé sur une réalité de dépendance. La question décisive n'est donc pas « faut-il acheter ou interdire les voitures chinoises ?» La question est « quel niveau de puissance industrielle l'Europe veut-elle encore conserver ?» Parce qu'on ne défend pas une civilisation économique avec des conférences de presse. On ne sauve pas une usine avec un communiqué. On ne reconstruit pas une filière avec un slogan sur le « Made in Europe ». Il faut de l'énergie moins chère, des règles plus simples, des investissements massifs, une politique commerciale ferme, une stratégie minière, une capacité de financement, une vraie préférence industrielle quand elle est nécessaire, et surtout une volonté politique qui ne s'excuse pas d'exister. Le deuxième choc chinois oblige l'Europe à sortir de son confort intellectuel. Pendant trop longtemps, elle a voulu être à la fois le continent des normes, le continent du climat, le continent du pouvoir d'achat, le continent du libre-échange, le continent du social, le continent de la concurrence parfaite et le continent de la souveraineté. Mais toutes ces ambitions ne peuvent pas coexister sans hiérarchie. À un moment, il faut choisir ce qui compte le plus. Et si l'Europe ne choisit pas son industrie, d'autres choisiront à sa place. BYD, Chi-Ine, Temu, les batteries, les minerais critiques, les exportations automobiles chinoises, tout cela raconte une même histoire. La Chine a compris que la puissance du XXIe siècle ne se limite pas aux armées et aux diplomates. Elle se joue dans les usines, les ports, les plateformes, les brevets, les batteries, les prix, les chaînes logistiques et les habitudes de consommation. L'Europe, elle, commence seulement à mesurer le prix de ses illusions. Elle découvre que dépendre d'un rival systémique pour acheter moins cher peut coûter très cher à long terme. Le Made in Europe ne survivra pas parce qu'il est sympathique. Il survivra s'il redevient compétitif, stratégique, défendu et assumé. Sinon, l'Europe continuera à parler de souveraineté avec des voitures chinoises dans ses rues, des plateformes chinoises dans ses téléphones, des batteries chinoises dans ses infrastructures et des usines européennes fermées derrière elle. Le vrai choc chinois n'est pas seulement devant nous, il est déjà là. Et cette fois, l'Europe n'a plus le luxe de faire semblant de ne pas comprendre.